bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'animer cette table ronde. Voilà, je me présente, Pascal Ruffnac, je m'occupe du groupe Bayard. Mais par ailleurs, c'est au titre de l'APEM, l'Association pour l'éducation aux médias, que je suis présent, dont le délégué général est Étienne Millien, ici présent, avec qui vous pourrez évidemment discuter à la fin de cette séance. Et l'APEM, cette association, elle réunit tous les quotidiens de presse nationale, de presse régionale, la presse hebdomadaire aussi départementale, et puis maintenant toute la presse magazine, réunie dans le syndicat du SEPM. Voilà, et tous ces titres de presse, l'ensemble des titres de presse, on peut dire, se sont mis ensemble pour travailler et être actifs dans le champ de l'éducation aux médias. Voilà, et ce n'est pas fini, puisque l'idée, évidemment, ce n'est pas de se diviser, mais plutôt de se rassembler sur cette question importante. On peut dire que l'éducation aux médias a une ambition qui est finalement d'arriver à faire se rencontrer l'esprit des Lumières, l'esprit critique, l'esprit de raison, l'esprit de discernement, avec le chaos informationnel. Je ne sais pas qui a créé cette expression de chaos informationnel, dans lequel ou face auquel nous faisons face aujourd'hui, et d'être mieux armés. Mais on peut dire que par rapport à il y a quelques années, on dispose quand même d'un certain nombre de choses nouvelles. D'abord, la connaissance de nos propres mécanismes cognitifs. On sait, grâce aux neurosciences, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, comment se passent dans notre cerveau les mécanismes de désinformation, ou nos désirs même d'être désinformés parfois. Le deuxième sujet sur lequel on a progressé aussi, c'est la connaissance du champ de l'information, comment fonctionnent les algorithmes, et puis aussi, il faut le dire, la logique du profit qu'il y a derrière la désinformation. Je crois que c'est du reste une des phrases du rapport Bronner, dire que, voilà, au fond, il y a des informations aussi parce que derrière, il y a profit, alors pas forcément profit financier, profit géostratégique, profit économique, profit politique, profit militaire, etc. Et ça, on commence à mieux connaître les choses, même si, vous le savez, la connaissance de l'algorithme demande là aussi des compétences qui ne sont pas forcément partagées par tout le monde, et on a besoin d'aide là-dessus. Et puis le troisième point, c'est que depuis quelques années, il y a aussi beaucoup d'initiatives sur le terrain, en particulier des médias eux-mêmes, mais évidemment pas les seuls. Il y a des baromètres, comme le baromètre de la confiance de la Croix, qui mesure la confiance dans les médias et qui essaie de comprendre sur quoi elle repose. Mais le travail éducatif est évidemment infini, c'est un travail de Sisyphe, et on sait qu'il est à la source, ce travail éducatif, d'une vie citoyenne commune. Le Clémy parle de la citoyenneté en temps numérique, à l'âge du numérique. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut la mettre en œuvre plus fortement qu'aujourd'hui. C'est un travail qui, évidemment, commence par les enfants. Je dirais même les tout petits, parce que bon, moi, j'ai beaucoup travaillé pour l'enfance et ça m'a frappé. Le dernier baromètre qui a été produit là, il y a un mois, sur les 1-6 ans, il y avait 1 heure consacrée à Internet, 6 heures à la lecture. Voilà. Cette année, après 2 ans de pandémie probablement, c'est 6 heures consacrées à la lecture. Toujours, ça ne bouge pas tellement, mais 6 heures consacrées à Internet. Donc chez les enfants de 1-6 ans. Et vous voyez que, alors, ça déborde le strict cadre de l'information, mais quand j'ai commencé, moi, dans la presse éducative, il y avait on ne parlait pas, on évitait de parler, on ne parlait pas de l'information du monde extérieur aux enfants, en tout cas jusqu'à l'âge de 7 ans, considérant qu'on n'avait pas à leur faire peser le poids du monde sur leurs épaules. Mais évidemment, aujourd'hui, presque, je pourrais dater ça des tours du 11 novembre, où ces images ont circulé en boucle et où tout le monde a été exposé, ont été des images, voilà, où il a fallu, pour des enfants de 6 ans, de 5 ans, leur expliquer ce qui se passait, etc. Voilà, et nous, on est beaucoup intervenus au moment des attentats, etc. Comment expliquer, comment parler des attentats aux enfants, etc. Donc c'est un travail qui commence évidemment par les enfants, mais aujourd'hui, on sait que ça ne suffit pas, que d'abord, il n'y a plus d'étanchéité, et qui concerne en réalité toute la société. On pourrait presque dire chacun de nous, puisque c'est aussi une phrase du rapport Bronner, nous sommes tous, chacun est devenu un opérateur sur le marché en ligne de l'information. Voilà, et donc nos propres modérations, nos propres réponses aux appels au débat, etc., voilà, sont évidemment, ça commence par là. Donc une prise de conscience de l'urgence, beaucoup d'initiatives à partager, et puis un besoin d'échanger sur ces questions dont, j'allais dire, le corpus théorique est
commence à se construire. Hein. On parle d'éducation aux médias, pourquoi pas d'éducation à l'information? Je sais que c'est toute une question. On pense qu'avec médias, on dit à la fois le contenant et le contenu. C'est important de comprendre le contenant et comment il fonctionne. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on préfère médias. Bon, on dit aussi médias et de l'information pour réconcilier tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, le corpus théorique se construit. On a besoin de vous, on a besoin des universitaires pour travailler sur ces questions. Hein. Et puis évidemment, tout le corpus des initiatives dont nous allons parler maintenant. Donc c'est la raison pour laquelle on est très heureux d'accueillir Marie-Laure Chérel, directrice du développement des publics et médiation de la BNF. Qui est là. Merci, bonjour. Antoine Bayet, à côté de moi, à ma droite, journaliste, directeur éditorial de l'INA et auteur de Voyage au pays de la dark information, qui va sortir... Qui est sorti en février. Ah, qui est sorti en février, pardon. Moi, j'ai eu des épreuves, c'est pour ça. Alors, je pensais que c'était... Bon, bon, ça commence bien. Et Olivier Magnien, chargé des questions de EMI à la Ligue de l'enseignement. Voilà, on vous salue tous les trois. Et on vous remercie. On va donner la parole d'abord à Marie-Laure Chérel. Moi, d'abord, la BNF, c'est vrai que je ne le voyais pas forcément comme un lieu directement consacré à ces questions d'éducation aux médias. Vous avez des publics extrêmement divers. Donc, un petit peu, comment est-ce que vous abordez cette question dans le champ de cette diversité des publics et puis de cette mission de la BNF qui est une mission plus patrimoniale, comme ça, de prime abord, que d'éducation aux médias? Oui, tout à fait. Alors effectivement, la BNF, c'est une des plus vieilles institutions culturelles de France. Donc je ne remonterai pas à François Ier au dépôt légal, mais actuellement la BNF, c'est 1,2 million de visiteurs par an, lecteurs, mais aussi visiteurs culturels. Et ce sont plus de 15 millions de documents, 8 millions de cartes et plans, etc., etc. Donc c'est le savoir encyclopédique sous toutes ses formes. Et j'ajoute, ce sont aussi des documents et des trésors, des catalogues divers issus des collections de la Bibliothèque royale, de la Bibliothèque impériale, qui sont conservés. Donc, à la BNF, je dirais que nous couvrons tous les champs de discipline et de connaissances. Et bien évidemment, nous avons les collections de presse. Et donc, les collections de presse de la BNF, c'est plus de 44 km linéaires de collections. Donc, ce sont plus de 280 000 titres qui sont conservés à la BNF, et je vous en parlerai tout à l'heure, un très très grand projet fédérateur pour l'avenir des collections de presse avec la constitution d'un conservatoire national de la presse. Alors nous, que faisons-nous, je dirais, en termes d'éducation artistique et culturelle, puisque bien évidemment, la mission première de la BNF, c'est de mettre à disposition, de conserver, de cataloguer, de mettre à disposition le savoir pour l'ensemble des chercheurs, mais aussi de transmettre. Donc de transmettre à partir de la valorisation des collections. Donc nous avons 4 axes, je dirais, dans le cadre de notre offre d'éducation artistique et culturelle. C'est bien évidemment l'axe qui consiste à valoriser tout ce qui se fait autour de la découverte du livre, des formes du livre et des écritures. C'est effectivement tout ce qui concerne la représentation du monde, puisque je vous parlais des cartes et plans que la bibliothèque conserve, et donc c'est tout ce qui concerne la représentation du monde et les aspects liés à la géographie ou à l'exploration. Nous avons actuellement 2 expositions, Champollion et les visages de l'exploration actuellement à la BNF. Ce sont tout ce qui concerne les formes à partir des collections dont j'ai parlé, des trésors nationaux, donc de se représenter à travers les arts, et donc de s'exprimer à travers les arts, et on travaille beaucoup sur le thème de l'oralité actuellement auprès des plus jeunes publics, enfin en tous les cas des jeunes. Et l'axe très important dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'éducation aux médias et à l'information, à travers la mise en place de contenus, de ressources documentaires, en lien avec le département droit, économie et politique, qui conserve les collections de presse dans les salles de la BNF. Alors, nous avons plusieurs typologies d'actions. Et bien évidemment, vous en parliez tout à l'heure, nous touchons divers types de publics
sur l'ensemble de ces offres. Alors notre but, c'est évidemment de toucher tous les publics, mais effectivement l'axe principal pour nous reste quand même le public scolaire. Donc vous parliez des petits, nous commençons les ateliers autour de l'éducation aux médias et à l'information à partir du CP. Avant, on n'y arrive pas, mais on a une offre d'atelier, je dirais à l'année, une offre catalogue, qui concerne les enfants de 6 ans à, évidemment, à des étudiants de licence et de master. Donc l'intérêt pour nous de mettre en place toute cette gamme d'ateliers, c'est bien évidemment de toucher différents types de publics, mais de pouvoir produire des contenus en direction des prescripteurs et des formateurs que nous accompagnons. Donc une offre d'ateliers aux médias, autour de l'éducation aux médias et à l'information, une offre de formation. Donc ça, c'est un volet qui est très important puisque nous travaillons bien évidemment avec le Clémy, avec le réseau Canopé, avec l'ensemble des secteurs de la documentation. Et nous proposons des journées de formation autour de grandes thématiques liées à l'éducation aux médias, à l'information. Donc je pourrais parler des thématiques autour bien évidemment de la laïcité, donc savoir comprendre la laïcité avec la BNF, autour de la censure, puisque nous travaillons aussi beaucoup, et ça c'est quelque chose qui est important, nous faisons interagir les jeunes et les petits et les jeunes autour de la question de la censure, puisque, comme vous le savez, je parle à un spécialiste, donc vous le savez peut-être, mais il y a toujours une loi sur la censure pour la littérature jeunesse, qui est toujours valable, et dont nous avons fêté les 80 ans en 2019. Donc ça a donné lieu à un travail documentaire, à une exposition qui s'appelait « Peut-on tout lire ?» Et donc, à partir de cette exposition, voilà, nous avons, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la BNF, c'est un prétexte, à travers ses collections, à développer toutes les thématiques en fonction de l'actualité du monde contemporain. Donc, nous avons développé un atelier autour de la censure, et donc, qui s'appelle « Peut-on tout lire ?» et donc qui demande à des groupes d'élèves de débattre. On leur donne un thème, un livre, qui a fait évidemment polémique à une époque ou à une autre. Alors ça, je partirais de Tintin au Congo, qui est quand même le plus classique, mais où tout ce qui concerne l'homoparentalité, tout ce qui peut concerner le racisme, etc. etc. Et donc les élèves sont amenés à interagir. Donc voilà. Donc ça, c'est des exemples très très concrets de ce que nous pouvons faire, je dirais, d'un contre-champ historique à une actualité, à une mise en application. Donc ça, c'est quelque chose que nous faisons pour, évidemment, beaucoup les scolaires. Nous le faisons aussi beaucoup pour les publics dits du champ social ou dits éloignés de la culture, puisque nous travaillons beaucoup sous forme de réseau avec la mission Vivre Ensemble. Nous faisons des ateliers toutes les semaines, à raison de 3 fois par semaine, ateliers FLE, d'apprentissage du français, et donc que nous orientons autour de la lecture de la presse, parce que c'est quelque chose qui est très important. Et nous essayons de toucher, et là ça rejoindra un thème que nous débattrons. Je ne sais pas combien de temps j'ai, je peux être très très longue, alors vous me dites. Non, mais l'idée c'est de faire un premier tour, un deuxième tour, voilà. Et puis après aussi de laisser la place aux questions. Exactement, voilà. Donc je pose là, voilà, donc on travaille avec les seniors, voilà, avec les seniors des 12e et 13e arrondissements. Et nous ne sommes pas que parisiens, puisque même si l'objectif c'est de faire aller les gens en salle B, qui est notre salle de presse, où sont conservés, sont mis à disposition tous les titres de presse, le fil AFP Monde, etc. Notre but, c'est aussi d'être sur l'ensemble du territoire national et international. Et donc, nous avons un projet de conservatoire national de la presse, puisque les réserves de la Bibliothèque nationale sont pleines. Le site François Mitterrand avait été construit pour 30 ans, et donc en 2025 nous n'aurons plus de place pour conserver les collections, d'où la création d'un centre national de conservation
des collections de la BNF qui ouvrira à Amiens en 2028. Et dans le cadre de ce centre, il a été décidé de conserver l'ensemble des collections de presse, puisque actuellement les magasins ne permettent pas une bonne conservation d'un certain nombre de documents presse qui sont pliés, voilà, et donc qui doivent avoir des hautes qualités de conservation en termes d'ossérisation, etc. Donc ce Centre national de la presse est pour nous un formidable prétexte pour mettre en place des actions de préfiguration sur le territoire et de faire un nouveau pôle de réflexion en lien avec les chargés de collection et les conservateurs, mais aussi avec des groupes, des laboratoires de recherche sur la façon dont on transmet la presse et dont on valorise la presse dans le patrimoine. Merci beaucoup Marie-Laure. Ce qu'on voit, parce qu'on avait assisté, Étienne était vraiment en charge de ça, de discussion avec le Clémy pour voir comment augmenter les capacités d'éducation aux médias. Et on voit bien qu'on est toujours dans ce balancier où, en réalité, ça concerne tous les enseignants de n'importe quelle matière, depuis les mathématiques jusqu'au français, puisqu'il n'y a pas de matière spécifique pour s'éveiller à l'esprit critique. Et en même temps, c'est des techniques propres qui concernent plutôt les professeurs documentalistes. Voilà, et on sentait toujours ce tiraillement entre rajouter des heures aux professeurs documentalistes ou au contraire donner dans les programmes à réaliser de tous les enseignants une partie, entre guillemets, éducation aux médias. Olivier Magnien, vous, la Ligue de l'enseignement, c'est énorme. C'est un contact avec le terrain très impressionnant en France. Donc comment est-ce que vous mettez en œuvre ce travail d'éducation aux médias aujourd'hui ? Alors comment est-ce que le met en œuvre l'éducation populaire, parce que c'est vrai que la Ligue de l'enseignement, c'est un gros mouvement, c'est pas le seul. La Ligue de l'enseignement, c'est 20 000 associations à peu près qui sont affiliées à ce réseau-là, et c'est un partenaire aussi complémentaire de l'école. Donc au-delà des associations affiliées, des adhérents, des bénévoles, c'est aussi un travail en direction de l'éducation nationale, en direction du monde pénitentiaire, beaucoup de services civiques également, tout ça. Donc, mais vous avez également d'autres mouvements que sont les Franca, les CMEA, tout ça, qui agissent aussi également dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'information. Pour l'instant, je l'appelle comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu long. Alors, il y a EMI, le fameux acronyme maintenant. De quelle manière est-ce qu'on travaille ça ? Au départ, moi, depuis, à partir de 2010, je travaillais plutôt ça au niveau local, on va dire, là plutôt. Et puis ensuite, je vais aller sur le national, mais au niveau local, dans un premier temps, j'ai plutôt travaillé, moi, sur des productions de journaux télé faits par des jeunes et autres. C'est clair que 2015 a été un déclic. Je me souviens d'une journée organisée par l'Éducation nationale au Jardin des Plantes en 2015, très axée sur le complotisme, où ce jour-là, Thomas Huchon avait présenté aussi le travail qu'il avait fait autour de la création d'un faux complot qui avait ensuite servi d'outil pédagogique. Et pour moi, ça a été un déclic, parce que ça a été le déclic d'une réflexion sur la croyance et sur la fatigue démocratique, la faiblesse inhérente de nos démocraties, et donc du coup à toute une réflexion sur la croyance. Il ne faut pas oublier que la Ligue de l'enseignement, elle a été créée en 1866 par Jean Massé pour éduquer, à l'époque c'est comme ça qu'il le disait, pour éduquer au suffrage universel. Donc il y a quand même derrière la volonté ferme d'un ancrage démocratique, quoi. Et le travail de Gérald Bronner, qu'il a mis en évidence, a nourri considérablement, à mon sens, les actions d'éducation aux médias, alors de la Ligue de l'enseignement, mais aussi de beaucoup d'acteurs, parce qu'on s'est rendu compte que la massification des médias, que la massification de l'offre, que le rôle des billets cognitifs que vous avez évoqué tout à l'heure, il fallait le prendre en compte aussi dans nos actions d'éducation aux médias. Alors, au niveau de la Ligue de l'enseignement, pour répondre à votre question, de quelle manière ça s'est traduit plus récemment, en 2019, par exemple, on a lancé un parcours éducatif qui s'appelle l'éveilleur de l'info, qui a pour particularité en fait de s'adresser à des animateurs et à des enseignants. C'est-à-dire, l'idée là, c'est de ne pas systématiquement faire appel à des journalistes pour les animer. C'est-à-dire qu'il y a un tel besoin sur tellement de publics
que notre idée, même si moi je mets en place grâce à l'aide de la DRAC des résidences de journalistes et que j'en suis l'homme le plus heureux du monde, je le fais localement, c'est pas le cas sur toute la France nécessairement. Donc à un moment donné, l'idée c'est d'outiller et de former des gens dont l'information n'est pas le métier. En sachant que tout le monde ne peut pas le faire. Que tout animateur ne sera pas en capacité, n'aura pas la volonté de faire de l'éducation aux médias. Donc, de quelle manière est-ce qu'on identifie ces animateurs-là? Donc, en 2019 déjà, on a créé ce parcours-là, on a fait des formations de formateurs, et c'est vrai que ça a bien essaimé. Il y a eu une inflation aussi de ressources pédagogiques sur le complotisme partout, très axée sur la vérification des faits. Ce qui moi m'interroge. Aujourd'hui, nous, en 2022, ce sur quoi on insiste, c'est sur le caractère protéiforme, les complémentarités, la diversité des besoins en fonction des publics sur l'éducation à l'information et aux médias, mais à l'information déjà. Pour quelles raisons? Déjà, je suis pas chercheur, mais il y a une étude américaine, par exemple, qui montrait que les personnes de plus de 60 ans partageaient énormément les fausses infos. Donc, avec ces personnes-là, travailler sur la vérification des faits ou sur la légitimation d'un contenu, ça ne marchera pas. Au contraire, ça peut polariser encore davantage. Donc du coup, il faut essayer de répondre à des besoins éducatifs de manière ciblée. Les veilleurs de l'info, nous, c'est 6 séances où on fait une pédagogie du journalisme, où on essaye d'apprendre à différencier le vraisemblable du vrai, à comprendre que c'est deux notions différentes. C'est pas parce que ça pourrait être vrai que c'est vrai. Donc avec une appréhension ludique de ces thématiques-là. Et puis dans une seconde partie, on travaille sur le complotisme à proprement parler, sur les théories, le vocabulaire auxquels sont le plus exposés jeunes adultes, jeunes et adultes tout court d'ailleurs, pour ensuite travailler sur le narratif, les sensibiliser à quelques biais psychosociaux, biais dits cognitifs aussi, pour qu'ils en comprennent les mécanismes. Non pas pour désamorcer ce qu'ils pensent, c'est pas de cette manière-là qu'on l'amène, mais c'est pour leur dire voyez de quelle manière est-ce qu'on fonctionne nécessairement pour s'épargner du temps de raisonnement, parce que ça serait très coûteux, mais ça participe de la construction de notre opinion. Donc voyez au moins comment ça marche. Et puis on finit ça par un travail parodique. Après, il y a un tas d'actions de la Ligue de l'enseignement sur les territoires. Vous avez le prix jeunesse de la presse qui là récompense ce journalisme, où c'est une action d'éducation aux médias, non pas pour ce que l'information ne serait pas, mais pour ce qu'elle est. Parce que c'est un travail éthique aussi qu'il faut faire en travaillant sur le complotisme avec les jeunes ou dans d'autres cadres. On se rend compte que c'est un problème éthique, que ça part d'un rapport émotionnel qui est beaucoup plus émotionnel qu'avant à l'information. Les réseaux sociaux favorisent des formes plus concises, plus émotionnelles, plus fédératrices aussi, plus polarisantes. Et du coup, le travail sur l'EMI, c'est un travail autour de l'esprit critique à l'ère numérique. Et du coup, non seulement il faut donner le goût à l'information, ce qu'on essaie de faire à travers un prix comme le prix jeunesse, mais c'est aussi faire un travail autour de l'esprit critique en utilisant effectivement une sensibilisation au biais cognitif et un rapport à l'éthique des faits. Enfin, dire que les faits, ça compte en fait. Parce que la réaction, ça peut être en fait une non prise en compte de la factualité qui pour les adultes serait liée au fait qu'ils se sont structurés politiquement et qui rejettent par exemple des médias qu'ils assimilent à une élite. Ok, je veux pas croire, y compris une action de vérification des faits, ça marche pas avec eux, ils sont dans la défiance. Ok. Pour des jeunes, ça peut être aussi une autre problématique liée plus à un désintérêt. Finalement, il m'importe peu que ça corresponde à une factualité du moment que ça me divertit ou autre. Donc là, du coup, c'est un autre travail à faire. Voilà. Merci Olivier. On reviendra sur cette question du terrain et puis de
comment dire, de la rencontre réelle pour former les gens, qui passent par des choses très concrètes, et aussi probablement pour les enfants par le fait de faire soi-même des choses. Oui. Des créations de médias de quartier numérique et tout ce qu'on fait. C'est quand même comme ça que c'est toujours cet exemple de... Je crois que Rimbaud, Arthur Rimbaud, son devoir de français en 1860, c'était écrivez-moi 200 vers à la manière de Virgile. Et on donnait trois vers de Virgile. Et il fondait en latin ces 300 vers. 30 ans après, on donnait 2 vers de Rimbaud à étudier aux élèves. On leur disait commentez-moi ces 2 vers de Rimbaud. On est passé très vite dans l'éducation, je pense en France, de l'éducation de praticien, faire à la manière de, etc., à une éducation critique, commenter, critiquer, que ça a évidemment plein de vertus, mais c'est vrai que cette vertu du faire, de découvrir par la main, voilà, en particulier dans les questions d'éducation média, ça peut être quelque chose d'extrêmement important. Antoine, alors vous avez plongé dans ce livre que je n'ai pas lu, sauf quelques pages, parce qu'on me l'a donné hier soir, donc voilà. Vous avez plongé dans ce monde que vous surnommez la dark information, alors qui n'est pas forcément les dessous du web, etc., mais qui est une rencontre, déjà, d'abord, aussi là, très concrète, avec ceux qui y croient. Voilà, ceux qui croient à peu près en tout ce qu'on peut croire. Et donc, comment est née la démarche? Parce que je trouve que c'est super de faire de l'investigation comme ça du cerveau humain. Comment vous avez pris cette décision et puis qu'est-ce que vous en avez tiré? Oui, pardon. Ça va, sinon celui-là, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors comment cette démarche est née et comment cette envie de rencontrer non seulement des personnes qui y croient mais également des personnes qui fabriquent de l'information que j'ai appelée dark information, autrement dit de l'information qui est manipulée par une intention. On tourne un petit peu autour du pot par rapport à tout ce qu'on se disait jusqu'à présent sur les différentes formes de manipulation. Et ben c'est tout simplement je vais faire la jonction entre mes deux casquettes, entre ce qu'on fait à l'INA au quotidien, notamment en observant et en quantifiant et en produisant des études sur l'évolution des médias et des consommations des modes d'information. En l'occurrence, au moment du tout début du confinement, j'avais eu l'occasion de travailler sur l'importance d'un groupe Facebook qui s'appelle Didier Raoult versus Coronavirus. Et j'avais quantifié... Je vois des adeptes? Non, j'espère pas. En tout cas, je vois des connaisseurs. Et j'avais eu l'occasion de quantifier et de comparer l'appropriation par les utilisateurs de Facebook en France de ces contenus diffusés sur un groupe Facebook ouvert versus les contenus diffusés sur les pages Facebook de médias d'information assez classiques. J'avais comparé le nombre de partages générés par ce groupe sur une semaine donnée au nombre de partages générés par Le Monde, Le Figaro, Libé, BFM et toutes les chaînes info continuent sur la même période de temps. Le constat a été assez simple. Ce groupe Facebook générait plus de partages que l'ensemble de ces pages d'information. Ça veut dire qu'il y a une appropriation par les audiences qui était extrêmement forte. Si je traduis du point de vue de l'utilisateur, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous ouvriez votre newsfeed, votre compte sur Facebook, vous aviez plus de chances d'avoir un ami ayant partagé un contenu venant de ce compte que venant d'une page d'un média classique. Donc ça, c'est le constat quanti. Et en fait, moi, à partir de là, j'ai vraiment eu envie d'aller rencontrer qui sont non seulement les gens qui s'informent via ce biais, via ce type de page, et également les personnes qui créent ces contenus. Donc j'ai fait tout un travail de terrain après ça pour aller rencontrer. Là, on est dans le thème de l'éducation aux médias et à l'info et des adultes plus particulièrement. Donc moi, j'ai rencontré des personnes que j'ai appelées les décrocheurs de l'information, qui tout à la fois sont ultra consommateurs d'infos, mais qui en même temps se sont complètement éloignés de ce que moi, comme journaliste entre guillemets classique, je peux pratiquer. En fait, si on cherche à généraliser un petit peu à problématiser un petit peu ce que j'ai rencontré,
en fait, c'est un peu la désintermédiation dans ce qu'elle a de pire. Tout à l'heure, on s'est dit, chacun est opérateur. Oui, chacun est opérateur et peut même très facilement créer ce que j'appelle de l'information Canada Dry, puisque ça a le goût de l'info, ça a la couleur de l'info, ça a la saveur de l'info, mais c'est pas de l'information, tout simplement parce que ça a été manipulé. Et donc c'est ça que j'ai cherché à documenter au plus précis. J'ai vécu du coup après ça vraiment sur le terrain des moments où je me retrouvais. Voilà, je vous racontais un cas concret, mais un retraité qui s'appelle Serge Petit-Demange, qui a 75 ans, qui vit en Ardèche, avec qui j'ai passé une journée. Il est venu me chercher à la gare de Valence parce qu'il voulait m'emmener, et après ça il a voulu m'emmener chez Interpol à Lyon parce qu'il devait être reçu par un gradé d'Interpol parce qu'il avait des révélations importantes à faire. C'est pour vous situer un petit peu la rencontre. C'est quelqu'un qui anime une chaîne YouTube aujourd'hui, qui a été l'auteur d'un des hits vraiment au moment des Gilets jaunes, puisque c'est la personne qui a diffusé cette idée selon laquelle il n'y aurait plus de constitution en France depuis un décret de Manuel Valls. Donc à partir de là, voilà, moi je me retrouve dans la voiture avec lui, je peux me dire, bon, je peux opposer tous les arguments rationnels, possibles et imaginables, je pense que j'arriverai pas à le convaincre. Quand on se disait tout à l'heure, chacun est opérateur, il m'a raconté en détail comment il produit tous les matins, une fois par semaine, 2 fois par semaine, une vidéo le matin. Il se réveille à 4h du matin, il m'a décrit les moyens qu'il emploie. Et en fait, c'est d'une simplicité extrême d'aller, après ça, diffuser et créer une vidéo. Cette vidéo dont je parle sur l'absence de constitution diffusée pendant les Gilets jaunes, elle était à 15 millions de vues entre Facebook et YouTube. Donc en fait, là, on n'est plus sur quelque chose de... Et c'est quelque chose, quand plusieurs journalistes de terrain l'ont entendu, sur les ronds-points. Pardon, donc on n'est plus sur quelque chose qui est en ligne, on est sur quelque chose qui produit des effets vraiment dans la vraie vie. Et donc Serge Petit-Demange un jour me dit, dans la voiture, me dit je suis arrivé avec mon sac à dos France Info parce que j'ai travaillé chez France Info pendant plusieurs années, et il m'explique très sûr de lui, mais voilà, les conférences de rédaction chez France Info, de toute façon, vous prenez vos ordres, et il y a quelqu'un qui vous appelle tous les matins pour vous dire ce qu'il faut dire. On en est à ce niveau de défiance là. Et du coup, moi, j'étais ravi de pouvoir quelque part mettre un petit peu sur pause l'information avec lui, lui dire mais non, absolument pas. Il m'a raconté toute une histoire autour d'un ancien professeur de médecine qui avait accusé les laboratoires Pasteur d'avoir créé, l'Institut Pasteur, pardon, d'avoir créé le coronavirus. Et puis je ne vais pas rentrer dans le détail de l'affaire, mais il était persuadé que cette personne était sortie de prison, et je le cite, sur une intervention de l'armée. L'armée aurait fait sortir de prison quelqu'un qui juste était en prison parce qu'il ne respectait pas son contrôle judiciaire. J'avais couvert l'audience du juge et des libertés et de la détention, donc je connaissais vraiment par cœur le dossier, et je savais que non, la sortie de prison était relativement prévue. Il s'agit d'un vieux monsieur. La JLD n'avait pas particulièrement envie de l'emprisonner, mais voilà. Et je me retrouve du coup dans la voiture avec Serge Petit-Demange qui me dit mais c'est l'armée qui a libéré cette personne. Ok, je fais quoi? Comment je lui explique? Comment voilà. Et là, très simplement, moi, c'est aussi mettre en pause l'information et lui dire mais non, enfin Serge, je vous assure, j'ai couvert ce moment, il n'y a absolument pas d'armée là-dedans. J'ai surveillé la chaîne YouTube de Serge Petit-Demange, il n'a pas dans la foulée diffusé cette idée selon laquelle l'armée l'aurait libéré. Je ne sais pas si c'est grâce à l'échange qu'on a pu avoir ou pas, je suis très humble là-dessus, mais j'étais face à quelqu'un qui était tout à la fois noyé d'informations et perdu dans l'information. Ce besoin de mettre l'information en pause, de s'arrêter,
de la raconter aussi, parfois comme journaliste, de savoir dire il y a des choses que je sais, des choses que je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être une manière de faire monter à bord et remonter à bord. En tout cas, moi, c'était l'envie que j'avais en documentant ce décrochage. Mon envie, elle était de réussir à faire aussi peut-être remonter à bord quelques personnes. Et c'était ça l'idée. Par rapport à l'éducation aux médias, à l'info en tant que telle, je consacre évidemment un chapitre du livre à l'éducation aux médias et à l'info en tant que l'un des leviers possibles pour, et plus spécifiquement sur les jeunes, évidemment, et dans le champ scolaire, et en tant que levier possible pour arriver peut-être à un monde un peu moins brouillé. Oui, si on se dit qu'on peut étudier plusieurs possibilités, l'économie des fausses infos, elle existe, il y a peu de chances qu'elle s'arrête. Les algorithmes et les biais informationnels créés par les algorithmes, l'aspect un peu plus produit, il y a assez peu de chances que ça s'arrête. Donc, si on essaie de trouver les leviers pour corriger un petit peu ça, il reste l'éducation aux médias et à l'info. En tout cas, l'idée qu'on élève l'esprit critique d'une tranche d'âge. C'est très intéressant, vous releviez tout à l'heure qu'il n'y a pas de matière aujourd'hui en tant que telle dédiée à l'EMI. Alors, je sais que c'est un débat de spécialistes, mais récurrent. Je vous livre ce que m'en a dit un député qui s'appelle Bruno Studer, qui est le président de la commission des affaires culturelles et éducatives. Lui me dit, quand c'est flou et qu'il n'y a pas vraiment de matière, c'est peut-être qu'il y a un loup, pourtant c'est pas un aubriste acharné. Donc voilà, lui me dit, il est peut-être temps d'accélérer sur la création d'une matière, je livre ça. Ça, c'est pour les jeunes. Et après ça, pour les adultes, je vais me permettre peut-être un retour d'expérience basé sur ce que j'ai pu entendre, documenter, et peut-être une remarque sémantique. C'est assez facile forcément de parler de sémantique, mais cette question de l'éducation aux médias et à l'info, je ne sais pas si elle est nécessaire, je ne sais pas si c'est une éducation qui est nécessaire. Si vous expliquez à des gens que vous allez les éduquer aux médias et à l'info, ouh là là, ça peut être profondément flippant, voire extrêmement contre-productif. Donc des actions, des moments où on met l'information en pause, il y en a besoin d'une force assez phénoménale. J'ai la chance de ne pas être un professionnel de l'EMI et donc de me permettre cette distance. Je ne sais pas si l'éducation aux médias et à l'info est le bon terme, la bonne manière de faire remonter à bord des personnes. Voilà. Merci Antoine. En tout cas, il y a certainement une éducation aux écrans à faire, ça c'est sûr, et on le voit en tout cas chez les jeunes parents. La parentalité numérique n'est pas évidente aujourd'hui. Elle n'est pas évidente parce que soit l'écran est rejeté, mais en réalité il est faussement rejeté parce que les enfants y passent du temps, et donc finalement les parents ferment les yeux. Ou alors il est vu comme un lieu de pur divertissement, et c'est très compliqué avec probablement aussi une fracture sociale, mais disons, on a tellement parlé d'inattention, etc., que finalement ça a un tout petit peu mis le doute sur les écrans. Or, les écrans avancent, sont des lieux d'apprentissage de tout ça, et il faut apprendre. Évidemment que c'est pas la même attention que sur le papier, c'est d'autres choses, mais ça permet d'autres choses aussi. Ça permet de mettre en relation des savoirs de façon extrêmement rapide, ça permet, etc. Et ça demande une éducation. J'ai l'impression de retrouver parfois, dans les années 70, la bande dessinée était vue comme un péril dingue pour les enfants et les adolescents. Voilà. Aujourd'hui, on est extrêmement content quand les enfants lisent des bandes dessinées, on dit que c'est quand même paradisiaque, c'est des grands lecteurs et tout ça. Voilà. Donc il y a eu toute une éducation qui a été faite par les auteurs, par les éditeurs, par les enseignants aussi qui sont appuyés sur ces ressources. Et puis voilà, aujourd'hui non seulement c'est devenu un média pour les enfants, mais vous avez vu à quel point ça a irrigué l'ensemble de la production littéraire pour devenir un des segments qui croît le plus aujourd'hui le roman graphique en édition. Donc c'est intéressant de voir que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'éducation. Marie-Claude, il y a une chose qui m'intéressait dans ce que disons, c'est la question du narratif. C'est-à-dire qu'on peut parler des faits, on peut essayer de démonter un fait, on peut essayer de montrer comment on construit, comment il se construit sur des bases fausses, mais il y a aussi le narratif qu'on se fait du monde, enfin déjà de
son village, son pays, le monde. Est-ce qu'au fond, et pour moi l'intérêt aussi de la BNF, c'est de montrer que derrière des faits qui sont passés, si on regarde des journaux d'il y a 50 ans, d'il y a 100 ans, etc., ils sont pris dans une histoire du monde et on peut les resituer dans une histoire du monde. Et on peut comprendre, quand on voit cette histoire a posteriori, que voilà, il y a... je pense... Je discutais avec Leïla Chaïd, qui était déléguée de l'autorité palestinienne, qui me disait à quel point elle devait aller constamment dans des lycées où il y avait beaucoup d'enfants issus d'immigration pour leur dire mais oui, la Shoah ça a existé, oui, les camps ça a existé, mais elle disait tant que j'y suis pas, quand je n'y suis pas allé moi-même, en général, du reste, elle y allait avec des personnes juives pour expliquer ensemble ce qui s'est passé, remettre de l'histoire, remettre de la perspective. Sinon, voilà, non, ça n'existait pas, ça n'a pas existé, c'est faux. Bon. Vous avez toute cette matière historique sous la main. Donc, comment vous vous en servez aussi pour vos ateliers ou pour ce contact avec les publics ? Alors oui, effectivement. Alors nous, on n'a pas de mission pédagogique. On a des missions de transmission. L'équipe de mon département, ce sont soit des bibliothécaires, soit des ingénieurs des services culturels. Ce ne sont pratiquement pas des enseignants. Donc l'idée, c'est aussi de passer par la médiation et d'offrir un autre regard, ce qui peut être intéressant et de toute façon complémentaire avec une approche. Nous, ce que nous faisons, c'est à chaque fois, et vous en parliez avec un journal il y a 50 ans, c'est de nous plonger dans un contre-champ historique. C'est-à-dire que quand on fait une exposition sur panneau autour des fake news, de la fausse nouvelle, en partenariat avec le Clémic, nous avons fait en 2019, à l'occasion d'un séminaire sur les démocraties à l'épreuve de l'Infox, ce que nous faisons, c'est que nous démontrons que depuis Louis XIV, il y a des fake news, il y a des fausses nouvelles, et que finalement, le monde se construit aussi à partir de ces... Puis le film Les Illusions perdues était quand même... Exactement, voilà. Et donc il est venu à... Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment, nous, l'approche, c'est-à-dire à chaque fois de remontrer, de démontrer par l'histoire, par le patrimoine, que finalement nous nous inscrivons dans une histoire des idées, dans une histoire du monde, que la BNF peut aider à représenter. Alors, je peux citer, ça ne touche pas forcément sur l'éducation, médias, l'information, quoique, mais nous avons développé cette année une approche qui, à mon sens, est assez intéressante c'est un PEAC, un projet d'éducation artistique et culturelle, donc la France est très friande de ces acronymes. Donc c'est un PEAC que nous faisons avec des lycées professionnels de l'Essonne, et qui, en fait, on s'est dit, mais comment relier les fonds, les œuvres et la façon de faire un projet pour eux et de parler de quelque chose. Donc ce projet s'appelle Cette année-là. Et donc on prend une classe pendant une semaine à la BNF et on commence par leur faire visiter une exposition. Et dans cette exposition, ils vont aller choisir une œuvre. On les accompagne d'un artiste, ça peut être un metteur en scène, ça peut être un vidéaste, ça peut être un journaliste. Ils vont choisir une œuvre, par exemple, on avait l'exposition Baudelaire, donc ils vont choisir une partition, ils vont choisir un écrit de Baudelaire, ils vont choisir un tableau. Et on part de l'année de création de cette œuvre. À partir de l'année de création de cette œuvre, on leur présente un petit peu le catalogue de ressources Gallica, etc. Et les lycéens, par binôme, vont aller pendant une semaine dans les salles de la BNF pour interroger les bibliothécaires et trouver tout ce qui s'est produit et tout ce que conserve la BNF à partir de cette année-là. Donc on a fait, ça peut être une œuvre de 70, 71, on a fait, voilà. Et donc ils sont obligés finalement de se rendre compte que la production d'une œuvre s'inscrit dans un contexte historique, et que la BNF leur permet de trouver un document sonore, un document audiovisuel, etc. Et à partir de ça, il faut une sorte de recension de cette année-là. Donc c'est quelque chose qui pour nous, je pense, est intéressant, puisque ça veut dire que nous faisons société, nous sommes dans une société, et donc que cette société, à chaque fois, elle doit être interrogée dans ses différentes formes de production et de croyance. En fait, ce qui est passionnant, mais j'imagine que pour tout enseignant, c'est la base, c'est dès qu'on met en perspective, parce que dans tout ce que vous racontez, Antoine, il y a cette idée, il y a une immédiateté du fait, on a l'impression que c'est tombé là, la semaine dernière du ciel, que d'un seul coup... ça révolutionne notre vision du monde, etc. Il n'y a aucune histoire, aucun contexte.
on a l'impression de personnes qui sont déracinées culturellement. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Oui, on est face à des systèmes de valeurs qui sont perdus. Alors, je vais aussi vous livrer un des enseignements dans l'ensemble qui est un trait assez partagé dans l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées, dont je dresse le portrait. Je fais comme ça une grosse quinzaine de portraits poussés. Et alors, je vais vous dire un truc qui n'est pas ultra populaire pour mon métier, pour le journalisme. On se parle de valeurs partagées, on se parle d'éléments perdus. J'ai eu cette sensation, et même ces faits, qui sont que la plupart des personnes que j'ai rencontrées, un jour ou l'autre, ont eu une expérience malheureuse avec un journaliste. Une médiatisation qui ne s'est pas très bien passée, pour une raison X, Y ou Z, ou en tout cas qui, à leurs yeux, ne s'est pas très bien passée. Quelques exemples. Allez, un exemple, parce qu'il est vraiment très emblématique. J'ai rencontré longuement une députée qui s'appelle Martine Vonner, qui est médecin, psychiatre, qui a été élue sous l'étiquette LREM, qui est la voisine de circonscription de Bruno Studer, dont je parlais précédemment, élue à côté de Strasbourg, et qui, par opportunisme, par conviction, au moment du confinement, qui a été un accélérateur assez incroyable de la diffusion de ce que j'appelle donc dark information, a complètement rejoint toutes les thèses médecin psychiatre, hein, j'insiste là-dessus, mais anti-vax, anti-masque, etc. Je creuse, j'essaie de comprendre les raisons, j'essaie de... Là, et en fait, l'un des éléments que j'ai découvert en échangeant au bout de, je sais pas, 4-5 heures d'entretien à plusieurs reprises avec elle, c'est que quand elle était jeune médecin, elle était médecin conseil auprès de la Sécu sociale, elle avait été suivie dans un reportage du JT. Est-ce que c'était Antenne 2? Est-ce que c'était France 2 à l'époque? C'était France 2, on était en plein plan Juppé 95, et elle a été filmée comme l'archétype de la médecin qui abrégeait les congés maladie et qui remettait les gens au travail. Elle est filmée, elle appelle ses confrères en leur disant « Mais vous êtes sûr que vous avez besoin de ce médicament-là? Est-ce que ça pourrait pas être un générique plutôt à la place? Et puis, monsieur, là, je vous reçois, mais vous aviez 10 jours d'arrêt maladie, mais je constate que ça va. Bon, bah, je vous remets au travail. » Elle en a pas enfin, elle s'en amuse, c'est un job, il n'y a pas de problème. Mais donc, du coup, elle était devenue un objet d'attention à ce moment-là. Dans sa vie personnelle, ce reportage, qui a été largement discuté, a eu des conséquences. C'est impossible à retrouver au départ puisqu'elle n'avait pas le même nom, etc. Mais c'est quelque chose qui l'a marqué profondément. Au-delà de la question des valeurs, du coup, qui peuvent être complètement perdues, ouais, je pense qu'il y a un rapport quasi charnel à l'info, un rapport très personnel à l'information. Dans l'ensemble du livre, je vois 3 raisons sur le décrochage et sur le moment où certains vont devenir des entrepreneurs de fausses infos. Je vois des raisons politiques, des personnes qui croient profondément en une cause et qui manipulent. Je vois des raisons économiques, des personnes qui cherchent à s'enrichir. Et puis je vois effectivement toutes ces motivations qui sont très personnelles, qui sont de l'ordre de l'intime. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vraiment quelque chose que qui m'a frappé, qui m'a profondément marqué. C'est ce côté où, bah ouais, en fait, il y a des personnes qui, dans leur médiatisation, la vivent très mal et que ça peut inciter, encourager à basculer à un moment ou un autre. Donc là, on n'est clairement plus dans le champ du rationnel. On est à peine dans le champ des valeurs. On est dans l'ordre du combat personnel et de l'histoire individuelle, mais qui, j'en suis persuadé, explique souvent beaucoup de choses. Et puis souvent, on voit, il y a une confusion sur les mots. Enfin, je voyais
entre théorie et hypothèse, par exemple, les gens disent mais ça c'est une théorie. Oui, mais une théorie justement par nature c'est quelque chose qui est construit, élaboré, qu'on peut démontrer. Une hypothèse c'est pas du tout ça. Donc il y a un mélange aussi parfois des mots. Alors évidemment la période de la pandémie a favorisé ça. Olivier Magnien, parce que vous êtes extrêmement proche, vous travaillez main dans la main avec l'éducation nationale, en tout cas en grande proximité. Complémentarité. Complémentarité, voilà. Complémentarité. Selon vous, s'il fallait accélérer, il faut accélérer du côté de l'éducation aux médias, qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus ce ne serait pas que dans l'éducation nationale. Alors c'est très bien, d'accord. Ouais. Oui. Non, mais je vous laisse. Qu'est-ce que vous suggéreriez? Qu'est-ce qu'on gérerait? Non, suggérer. Ah, qu'est-ce qu'on suggérerait? Écoutez, le truc intéressant dernièrement, en termes de suggestions pour nous, ça a été toute la synthèse qu'on a fait quand on a été interpellé sur le rapport Brunner pour faire un annexe, et on s'est dit, tiens, ça va être l'occasion un petit peu de synthétiser notre approche là-dessus. J'ai évoqué tout à l'heure la complémentarité, la diversité des approches, le fait que même s'il y a eu une inflation d'outils sur la vérification des faits, ça suffisait pas, et je rejoins ce que vous disiez à l'instant. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Dana Boyd, je crois, qui dit qu'il y a un rejet de l'expertise au nom de l'expérience. Donc l'exemple que vous preniez aussi, il peut être valable par rapport à ça. Donc, avoir des outils pour réhabiliter la factualité en utilisant effectivement des supports pédagogiques, que ce soit au sein de l'éducation nationale ou en dehors, qui travaillent sur le fact-checking, oui, mais c'est une des dimensions de l'EMI, d'une éducation aux médias qui cherche à s'évaluer encore. Donc là, on ne parle pas de théorie, mais d'hypothèse. D'autre part, la production média dont vous parliez, effectivement, il faut l'encourager. Et ça, je trouve qu'on le fait très bien dans le cadre des dispositifs de journalistes en résidence. Même si on nous dit parfois, vous faites du saupoudrage parce qu'il n'y a pas assez de séances et tout. Oui, ça coûte du pognon. Mais ceci dit, ça accompagne et ça soutient les enseignants, lorsque c'est dans le cadre scolaire en tout cas, dans la création de leurs compétences EMI, parce que ce sont des projets de classe, de création de médias, de production, mais c'est aussi l'occasion pour l'enseignant de prendre confiance en lui et de construire des repères par rapport à ça. Et en dehors du cadre scolaire, sur les quartiers, le fait de créer avec des journalistes, des vidéastes également, des médias de quartier qui publient sur les réseaux sociaux, qui donnent à voir justement les quartiers à travers un prisme, une fabrication de l'information journalistique, mais créée par les habitants et accompagnée par des journalistes. Je pense que c'est une des réponses. Et la troisième réponse, elle est, du coup, elle est sur, au-delà de l'EMI, elle est sur la construction de l'esprit critique. Pour éviter le Moyen-Âge 2.0, enfin il paraît que 2.0 c'est plus à la mode, mais pour éviter un néo-Moyen-Âge qui serait lié à un contexte informationnel. Après moi, d'un point de vue aussi perso, même si j'ai pas travaillé là-dessus, je pense qu'il y a un vrai truc à faire aussi sur l'aspect discursif des fausses informations. On pourrait, c'est une provoque, mais on pourrait étudier la rhétorique, la syntaxe des tweets de Donald Trump ou d'autres. Ce serait passionnant, ce serait l'occasion de voir pourquoi est-ce que ça marche. On pourrait travailler aussi sur des textes de presse plus anciens. Je sais que la BNF avait fait quelque chose sur Albert Londres avec la Fondation. Moi, quand je relis Albert Londres, mais je me dis, mais alors le problème, c'est qu'il y a des stéréotypes très coloniaux de l'époque et tout, et qui font que ça pourrait coincer. Mais il y a des textes liés à l'histoire du journalisme qui sont passionnants à lire. Il pourrait y avoir aussi tout un travail dans le cadre de l'EMI auprès de différents publics sur, je sais pas, je pense à un mec comme Patrick Chauvel, je crois que dont le fonds photographique est détenu par le Mémorial de Caen. Ce gars-là, c'est un mythe vivant. Je veux dire, il a couvert un nombre de conflits incalculables. Il a découvert ça à l'âge de 18 ans. Bon, je me dis peut-être que là-dessus, il y a un truc à faire sur l'image, liberté de la presse, les conflits. Enfin, donc du coup, il y a plein d'actions EMI à faire sur plein de publics. Moi, l'idée, c'est de travailler avec les publics adultes, plus autour de des mécanismes de l'esprit critique.
parce qu'ils sont peut-être moins souples. Enfin, je parle de cette hypothèse-là. Et donc, du coup, on a créé un groupe de travail national, nous, qui travaille à la création d'outils pédagogiques, esprit critique, biais cognitif, pour décorréler l'approche un petit peu de l'information, parce que le complotisme, c'est devenu un discours politique, ça s'est intégré aux politiques. Donc, il faut anticiper ça quand on travaille avec des adultes. Après ça, quand on travaille également avec le public pénitentiaire, là, c'est super intéressant, parce qu'en fait, ils ont un rapport très passionnel, et peut-être que les Français ont un rapport très passionnel à l'information, en fait. Et que peut-être que ce rejet vient d'une passion. Mais en tout cas, le public pénitentiaire a un rapport très passionnel à l'info. Le problème, c'est qu'ils assimilent beaucoup l'info aux chaînes d'information en continu et une information de commentaires qui est séquencée du matin au soir. Voilà. Donc, je pense qu'il faut... j'aime beaucoup l'intitulé de la table ronde sur le fait qu'à un moment donné, il faut diversifier les publics. Moi, je le fais clairement dans une perspective de grande inquiétude démocratique, en fait, qui me voilà. Et du coup, je suis militant par rapport à ça. Voilà. Et il y avait, au-delà du rapport Bronner, il y avait eu même un rapport qui avait été, alors je crois que c'était le ministère de la Défense qui avait publié ça, sur la guerre de l'information, sur les manipulations de l'information, les manipulations étatiques. Et quand enfin voilà, il y avait déjà des impacts. On a beaucoup parlé des élections américaines, des Macron Leaks et tout, mais dans beaucoup de pays, il y a eu déjà, depuis plusieurs années maintenant, des manipulations de l'information qui ont eu un impact sur des gouvernances, quoi. Voilà. Je m'égare un petit peu par rapport à votre question, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. Pour lancer la main à la pâte informationnelle, je sais pas. La main à la pâte, c'était un grand mouvement mais je crois que ça existe, il y a une structure. Oui, mais voilà, la pâte informationnelle, on pourrait lancer ce mouvement-là pour développer ça. Mais du reste, ce que vous dites là, parce que j'ai dans la synthèse du rapport Bronner, parce que vous avez parlé des lumières, l'esprit critique, mais in fine, la formation à la vigilance intellectuelle doit être un objectif partagé pour toute société attachée à faire vivre l'héritage du siècle des Lumières et les espoirs qu'il portait. Je trouve que c'est important aussi de dire, parce que c'est pas le vrai contre le faux, c'est pas les éclairés contre les obscurs, c'est au nom d'une histoire aussi, et c'est de raconter cette histoire. Je trouve qu'on dit pas assez. Si on technicise trop l'éducation aux médias, en faisant juste, voilà, enfin pas juste, mais en faisant un outil de clarification des faits, voilà, c'est parce que l'éducation média, elle se réfère à une tradition, à une histoire dans laquelle on cherche, on veut continuer à se reconnaître et dont on veut pas voir la fin. Et je pense que c'est aussi cette inquiétude que vous exprimez et que vous portez. Donc je crois qu'il faut dire au nom de quoi on fait aussi, c'est important d'expliciter au nom de quoi on veut faire ce travail tous, et ce qui nous paraît important et ce qui nous rassemble au fond. Voilà, après on peut diverger, mais ça c'est quand même un socle commun. Peut-être qu'on peut garder un peu de temps pour des questions ou un dialogue ou un échange. N'hésitez pas, c'est toujours la première question la plus difficile, mais après, je vous en prie. On dit tout au long de la vie, j'aimerais savoir s'il y a des études qui ont été faites sur la façon dont se déroulent les échanges dans les familles, entre les plus jeunes et puis les 2 ou 3 autres générations, puisqu'on est d'accord sur une chose, c'est que l'histoire nous permet d'avoir une vision aussi de l'actualité. Est-ce que ces échanges fonctionnent ou ne fonctionnent pas? Vous avez évoqué uniquement pour l'instant la protection par rapport aux écrans, mais pas sur le reste. Est-ce que le dialogue dans les familles peut fonctionner, fonctionne, ne fonctionne pas? Comment peut-être au niveau de l'enseignement, par exemple, vous êtes amené peut-être des fois à rencontrer des familles sur des quartiers, des choses comme ça. Est-ce que l'étude a été faite sur ce sujet? Les familles peuvent-elles encore jouer un rôle dans ce domaine? Qui veut répondre? Qui veut essayer de répondre? Ça n'a pas été évident. Non, mais en tout cas, il y a tout un travail qui est en train de s'engager sur la parentalité numérique, en tout cas alors là, je ne parle pas nécessairement de la Ligue de l'enseignement, mais ce que je vois, c'est qu'il y a toute une prise de conscience et un tas de dynamiques qui sont engagées autour de la parentalité numérique, qui vont inclure des actions d'éducation aux médias, ça c'est clair. Après ça, les études dont vous me enfin, la question que vous me posez par rapport à des études, s'il y en a, je ne les connais pas en fait. Mais je pense qu'on a tous, excusez-moi, dans notre famille
approche élargie, un anti-vax. Voilà. On a tous été confrontés à lui ou à elle. Enfin, voilà. Et on a vu, moi j'en ai un, c'est un de mes fils. Donc ça a été cauchemardesque. Voilà. Bon, j'ai arrêté du reste de parler de ça parce que à la fin, voilà, ça devenait violent. Surtout quand il a commencé à me justifier tout ça, à m'expliquer que s'il voulait avoir des enfants plus tard, tout ça, bon, tout était mélangé. Voilà. Et il avait reçu une éducation plutôt raisonnable et raisonnée, et, enfin j'espère en tout cas. Mais on en a tous autour de nous, on a tous rencontré, et on voit bien à quel point très vite on bute quoi, sur quelque chose que j'ai pas réussi à identifier vraiment du reste. Antoine a apporté voilà, quelques explications, expériences malheureuses dans le passé, j'en sais pas. Besoin de croyances, voilà, etc. Mais c'est vrai que c'est pas. Je pense que dans les familles, il y a eu énormément de tensions dans la dernière période de la pandémie, parce qu'on s'est tous retrouvés face à ça, avec plutôt instaurer le silence que d'essayer de creuser ça jusqu'au bout. Il me semble, je ne sais pas quelles sont les expériences de la... Mais au-delà des familles, je pense que sur Internet aussi, c'est-à-dire que si à un moment donné, enfin, il y a l'exemple des familles, mais ce que vous dites aussi, c'est-à-dire que si vous vous retrouvez sur Facebook, au milieu de commentaires, on va rester sur votre exemple des antivax, mais ça serait valable partout, sur des commentaires dont la majorité sont des commentaires outranciers ou de rejet ou je ne sais quoi, vous allez vous abstenir de commenter, vous n'allez pas prendre la parole. Voilà, et de la même manière, dans les familles, effectivement, à un moment donné, dans les situations que vous décriviez, au bout d'un moment, on se tait, en fait. Mais en tout cas, la question est... Cette étude, je pense que c'est intéressant, parce que d'abord parce que parfois, il y a des coupures entre des... je pense à la coupure intergénérationnelle. On dit toujours qu'elle est potentiellement extrêmement forte, voire potentiellement violente en France. Et puis quand on étudie les familles et qu'on regarde au sein des familles, on s'aperçoit qu'elle est au contraire très forte, qu'il n'y a pas de problème, que les grands-parents aident beaucoup en temps, en argent, etc. Donc il y a une sorte de cassure entre le groupe, le social, la société et ce qui se passe dans les familles. Pour la question de tout ce qui est information biaisée, etc., je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de coupure, en fait. Je pense que ce que vivent les familles est à l'image de ce qui se vit à l'extérieur de la société. Ah oui. Famille tout écran. Mais on est toujours à cheval sur l'éducation à l'outil numérique. Et je ne sais pas, par contre, effectivement, c'est une recherche scientifique, une évaluation scientifique. Surtout à un moment où, par groupe d'âge, par tranche d'âge, on est un peu sur des usages d'outils différents. Vous avez évoqué Facebook. Ça, oui, c'est très très vieux. Les enfants, c'est old school. Moi, on regardait les élections, je ne sais pas, peut-être que les étudiants peuvent en parler, mais on a suivi les élections comme certains des partenaires que je connais sur Twitch. Moi, je n'ai pas suivi sur Twitch. Enfin, voilà, ce qui serait peut-être intéressant, c'est une étude aussi sur la segmentation de ce marché, la segmentation de l'information par outils différents, qui en plus montrent des cloisons, alors là, pour le coup, encore plus haut à dépasser. Je ne sais pas s'il y a une recherche là-dessus. Oui, je ne sais pas forcément. Les cloisons, c'est ça qui est intéressant. Ça crée aussi des connexions. Oui, oui. Parce que là, c'est pas si tu as des segments de population avec des segments. Sur le week-end, enfin, il n'y a pas que des cloisons, il y a aussi des connexions qui se font intergénératives. Sinon, je ne sais pas s'il y a des études, mais il y a... Parle fort, Aude. Oui, pardon, il y avait un cours aussi en maths. Comment les jeunes se repèrent dans le chaos informationnel. Il y a un mois, 22 mars 2022, et les nombreux ados qui étaient interrogés avaient quand même le réflexe de se poser des questions sur les réseaux sociaux, de se tourner vers un adulte, que ce soit un professeur ou quelqu'un d'autre familial, etc.
Et avec quelle définition, hein? Oui. Parce que je vois la définition de l'UNESCO, elle est la dernière définition de 2021, elle élargit vraiment le champ. Vous pouvez la donner ou... Oh, je l'ai pas en tête. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle élargit le champ, enfin qu'elle évoque développement durable, intelligence artificielle, enfin voilà. Oui, alors c'est aussi une des difficultés absolument, c'est aussi une des difficultés de l'éducation aux médias, c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'à la fois elle traverse toutes les disciplines et elle recouvre tout, et puis en même temps, ce sont des techniques qui peuvent aider. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Il y a des frontières quasi invisibles entre les gens, et j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment des structures qui se débat, des choses associatives où il n'y ait pas quelqu'un qui vienne faire un atelier. Enfin, il faudrait trouver un système de structure pour que le dialogue se construise et petit à petit, dans le dialogue, on puisse instiller des questions. En fait, il faudrait recréer de la culture. C'est un problème, c'est que l'adulte Antoine. Donc on cherche à structurer l'informel, quoi. Donc c'est forcément très compliqué. Et juste, on est aux assises du journalisme, donc il y a beaucoup de journalistes dans la salle. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète et je me réjouis du coup de voir des journalistes. C'est la propension qu'on peut avoir aussi, de temps en temps, nous aussi, à construire des barrières. Se dire, en fait, ce qui se passe là, dans ce monde où les gens ne croient plus à l'info, en fait, tant pis, je vais fermer les yeux. Je préfère ignorer cela. Ça, moi, c'est quelque chose qui me flippe, vraiment. Oui, comme journaliste, on peut avoir des pratiques sur les réseaux sociaux qui sont extrêmement perverses. On peut se faire troller, pourrir, voire plus que ça. Et donc, on peut avoir un petit peu vite l'envie de se dire, bon, ok, tout ce qui se passe là, c'est des bac-5, c'est des gens qui ne savent pas écrire. Moi, je ne suis pas comme ça. Et donc, voilà, on va petit à petit se restreindre. Il ne s'agit pas du tout de donner des leçons, et je ne sais pas comment on fait, encore une fois, pour structurer l'informel, mais se dire que les personnes qui décrochent, en fait, elles font tout autant partie de nos audiences, de nos cibles, de nos publics, de nos lecteurs, de nos téléspectateurs, et de nos internautes, c'est aussi quelque chose qui me semble très 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 important. Voilà, donc c'est pas une réponse, c'est un point qui est une vigilance, je trouve, à avoir. Et à chaque fois qu'on peut dire, mais non, il ne s'agit pas de rejeter, il ne s'agit pas d'exclure, il ne s'agit pas de dire, bon, tout ça ce sont des complotistes. Parfois c'est dur, parce que face à l'irrationnel le plus total, le plus absolu, voilà. Mais je pense qu'il faut tenter, quand même. Ouais.
Et là, on faisait de l'éducation média. C'était une fou avec des tas de gens pour leur dire, attendez, vous parlez de BFM, moi je suis France, on va pas faire ça. Et là j'ai vu qu'on était utile aussi. Et je pense qu'il y a peut-être aussi dans l'enseignement du journalisme, bien se rappeler, parce qu'il y a un problème éthique, on leur dit, Mm. Et du reste, il y a peut-être nommé que l'APEM a développé un parcours pour les stagiaires de 3e dans les entreprises de journalisme. Je ne sais plus combien de milliers ils sont par an, Étienne, entre 2 et 1000 et 3000, mais qui ont un parcours alors, qui dure une demi-journée, une journée, qui est entièrement digital, mais pour faire ce travail aussi d'éducation média pour que ces jeunes qui sont en contact avec les métiers de journalisme aient une première approche d'éducation média. Mais après, on pourrait imaginer que les 800 000 jeunes qui vont dans ces entreprises, ils pourraient avoir une matinée sur leur stage consacrée à ça, où il y a beaucoup d'idées possibles. Pardon. Les écoles de journalisme se sont emparées du sujet. Les écoles de journalisme se sont emparées. Ouais. Et il y a... Alors, qui est spécialiste en évaluation On n'aime pas trop ça en France, souvent. En fait, voilà, vous touchez un point très très important, celle de l'évaluation alors en France, on aime beaucoup les dispositifs, on aime beaucoup les indicateurs, on aime beaucoup les évaluations, et et le fait de pouvoir travailler sur des cohortes, c'est-à-dire effectivement suivre des gens sur la longueur, etc., et voir comment au fil des années, moi, dans de précédentes fonctions, j'ai mis en place un dispositif pour la ville de Paris qui s'appelle toujours l'Art pour grandir, où on allait vraiment avec des établissements culturels faire des parcours d'éducation artistique et culturelle. Et on avait commencé à le faire, et on l'a fait sur 10 ans avec le théâtre de la ville notamment. Mais voilà, c'était sur des questions beaucoup plus de pratique ensuite, comment les pratiques amateurs initiés s'inscrivent dans leur quotidien, et est-ce que les enfants qui ont fait du théâtre, de l'oralité, etc., continuent après à en faire ou à fréquenter des lieux. Le résultat n'est pas très bon, voilà. Faut être honnête, il n'était pas excellent. Donc, pour l'éducation média à l'information, moi je n'ai pas connaissance de ce qu'on fait, d'études de ce type. Voilà. Nous on n'en fait pas à la BNF, mais
ce que l'on voit tout de même, c'est le phénomène des parrains. C'est-à-dire que pour les résidences de journalisme, par exemple, que nous menons avec Citoyenneté Jeunesse en Seine-Saint-Denis, ce que l'on fait, c'est qu'on commence, quand on commence avec des classes de 6e, chaque année, on associe. On continue sur des classes 6e, 5e, 4e, 3e. On ne prend pas les mêmes élèves, mais à chaque fois, on associe des élèves qui ont fait partie l'année d'avant de la résidence journaliste et qui deviennent un petit peu des sortes de tuteurs. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt bien, mais voilà, c'est pas scientifique. Voilà, j'ai pas de données scientifiques à vous fournir, puisque nous, on est plus dans le faire et après dans la construction d'une connaissance à partir des études universitaires. Je voulais juste ajouter un truc. Ouais. Donc, alors, je sais que le ministère de la Culture en parle, hein, notamment de cette question d'évaluation. Donc, je sais qu'il y aura des choses là-dessus. Après ça, il y a aussi certainement ce qui se fait déjà. Je pense à un collectif que je ne connais pas plus que ça, hein, qui s'appelle La Friche, qui est dans le nord de la France, avec des universitaires qui travaillent sur ces questions-là. Je crois que l'École supérieure de journalisme de Lille aussi travaille là-dessus. D'autre part, vous avez au niveau du secrétariat d'État au numérique toute une négociation dans le cadre du Digital Citizen Act avec les GAFAM, enfin les grandes plateformes. Et à terme, ça devrait normalement générer une ouverture à des chercheurs qui pourraient avoir accès à des données aussi sur notre utilisation, donc à des chercheurs qui pourraient aussi évaluer non pas simplement des actions d'éducation aux médias, mais notre rapport peut-être avec de la data, notre rapport à tous ces phénomènes dont on a parlé, quoi. Donc après ça c'est un chantier, hein, ce que vous décrivez, et puis peut-être effectivement que les résultats seront pas forcément bons, mais ça dépend de quoi on parle en fait. Ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la vérification des faits, de la confiance à l'égard du journalisme? Est-ce qu'on parle de la lecture de la presse? Est-ce qu'on parle de la production? Enfin, c'est très vaste. Hein, on pourrait aussi rajouter que les médias eux-mêmes font beaucoup de travail d'éducation aux médias, hein, de plus en plus. Alors ça a commencé avec les modérateurs, évidemment, et le dialogue avec son titre de presse ou de radio ou de télévision. Puis après aussi, quand on fait des grands papiers ou des papiers, pourquoi on fait ça, pourquoi on a fait ce papier, pourquoi on a choisi de faire ça, d'essayer d'expliquer l'intention, sur quoi ça repose, que c'est pas tombé justement d'un ordre donné le matin, etc. Donc tout ce travail, et puis évidemment le travail sur le terrain, je pense à la presse régionale qui fait un travail incroyable, parfois même avec les retraités des quotidiens. Je pense à Ouest France qui fait tout un travail sur le terrain dans la région Bretagne, et voilà, la presse nationale. Donc aujourd'hui quand même, l'éducation aux médias fait partie des médias. Et puis on ne parle pas des fils des Infox et autres. Donc il y a quand même une floraison de choses. Étienne, tu voulais dire? Il y a une chercheuse qui s'appelle Anne Cordier, qui a maintenant assez de recul et qui en parle des différences. Elle a un peu de recul sur les groupes qu'elle a suivis. Elle a mesuré l'impact sur le parcours scolaire des élèves qu'elle a vu passer dans les ateliers d'éducation média par rapport aux autres classes. Elle a mesuré sur l'impact que ça a eu dans leur carrière, et il est vraiment marquant. Elle le dit. On a parlé, à la table, on a monté notre parcours média pour tous les stagiaires de 3e qui passent dans les journaux. En général, ça ennuie tout le monde d'avoir des stagiaires de 3e qui passent en etc. C'est dommage, il y a 2000 gamins qui viennent et parfois ils perdent leur temps et c'est dommage, et ils prennent la place du CO qui peut être. Et donc on va comparer ces cohortes-là d'une année sur l'autre. On n'est pas encore arrivé à avoir 2000. On parlait de Covid. On n'a pas eu tous les élèves qu'on voulait, pas tous les stages qu'on voulait, mais on va travailler sur comparer des générations des unes par rapport aux autres sur plusieurs années. On travaille avec l'université de Louvain là-dessus. Mais c'est vrai que c'est très petit. L'évaluation. Oui, allez-y. Une petite question. Est-ce que tu n'as pas l'impression que Je ne veux pas y croire, je suis optimiste.
Le taux de popularité des journalistes, le taux de confiance dans les journalistes est un appel salutaire à l'humilité, comme voilà, c'est pas à toi que je dirais. Par rapport à la question de l'évaluation, je trouve, je découvre l'initiative de l'APEM sur les stagiaires de 3e. Bon, voilà, peut-être que j'ai un peu de retard, et pardon à tous les deux. Je pense que la question de l'évaluation ne doit pas non plus nous empêcher d'agir très très fortement. Oui, l'évaluation nous fera peut-être comprendre et corriger de manière progressive des dispositifs, vu l'urgence dans laquelle on est. Parce que oui, Didier, tu as 1000 fois raison quand tu parles de territoire perdu. C'est évidemment une interrogation que moi j'ai. Mais si on n'y va pas sur des actions résolues, massives, qui certes seront perfectibles, dont certes on apprendra petit à petit à tirer tous les enseignements, des territoires perdus, il y en aura sans doute de plus en plus. Donc l'évaluation est nécessaire, elle est fondamentale, mais on n'aura pas le dispositif parfait. Ça, j'en suis persuadé. Du jour au lendemain, on ne trouvera pas le dispositif parfait qui allie éducation, famille, journaliste, voilà. Donc, mais en revanche, voilà, moi je crois très fortement aux actions qui seraient très massives, très fortes. Et donc cette question de stage de 3e, je la trouve super intéressante. C'est un bon moment pour avoir un contact avec voilà, la fabrique de l'info, et ma foi, les personnes les élèves de 3e en tireront ce qu'ils voudront en tirer. Mais si on n'a pas un moment l'ensemble d'une classe d'âge touchée, ça va être compliqué. Écoutez, il est 11h moins le quart, donc ça doit être la fin de cette table ronde. Pardon, j'avais pas vu. Allez-y. Merci c'est une conviction absolument intime que plus on commence de bonne heure et plus on partage ces outils avec les enfants, plus on a de chance ensuite de trouver le bon équilibre entre ces outils et le reste de la vie. Un grand merci. Moi, ce que ça m'inspire simplement, cette table ronde, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de travail qui est fait, beaucoup de travail sur le terrain. Il y a aussi du travail réflexif, qui est fait à l'université, le rapport Bronner, on en a parlé. Peut-être une des questions qui se pose à nous, c'est comment on peut mettre ça plus ensemble, comment on peut plus partager tous ces savoirs, ces savoir-faire. Voilà, c'est peut-être ça l'étape d'après pour progresser encore dans l'éducation aux médias et mieux partager tout ce qu'on apprend les uns et les autres. Un grand merci à vous tous et puis à une prochaine table ronde. Et merci à vous.